Tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité pour les organisateurs. Merci à vous tous d'être là. Et à chaque fois, c'est un challenge pour moi de venir intervenir dans des conférences comme ça, encore plus interdisciplinaires, parce que quand on parle de robotique ou d'intelligence artificielle, on ne s'attend pas souvent à voir des littéraires ou des gens en sciences sociales venir en parler. Et c'est toujours passionnant et c'est toujours terrifiant. Et donc, je suis doctorante en 4e année en sciences de l'information et de la communication et je travaille sur les assistants personnels. Je ne sais pas si vous voyez tous ce que c'est Siri, Cortana, Alexa, ces petits êtres à qui on va parler dans nos téléphones, qui vont reconnaître nos voix, nous répondre à l'oral. Et malgré cette oralité, peut-être la particularité de mon approche dans mes recherches, c'est que je vais considérer ces dispositifs comme des dispositifs d'écriture, comme des êtres de langage. Et ça va être évidemment des dispositifs hybrides, mêlant le langage humain et le code informatique. Et alors pourquoi c'est important ? Dans le titre de la conférence, on parle des promesses de l'intelligence artificielle. Et en fait, si on veut comprendre une des promesses, mais peut-être fantasmée, il faut réaliser que c'est de l'écriture et qu'on se place dans un temps très très long. Celui de l'histoire de l'écriture, celui qui n'a pas existé, celui des mythes, les mythes autour de l'écriture, où on va retrouver des créatures comme le golem, la première créature artificielle qui était animée par l'écriture et qui finissait par se retourner contre son peuple, cela dit en passant. Et c'est des mythes qui ont contribué à construire l'image qu'on se fait aujourd'hui de l'intelligence artificielle, parce que l'écriture a énormément évolué au cours des siècles. On est passé de la lecture ou de l'écriture dans des carapaces de tortues à des peintures, sinon dans les grottes préhistoriques, où c'était vraiment gravé dans le sang, dans la terre, et petit à petit, ça s'est autonomisé. C'est devenu de moins en moins visible, de moins en moins humain, et de moins en moins compréhensible. Et le fantasme vient de là aussi, du fait qu'on ne comprend plus cette écriture à laquelle on fait face. Elle est régie par des algorithmes, elle est cachée dans des petites enceintes vocales qui nous écoutent, des entreprises qui nous écoutent toute la journée, et on ne les comprend tellement plus qu'on va les interroger comme si elles étaient autres, comme si on ne les avait pas créées. On va les interroger sur le sens de la vie, sur des questions religieuses, philosophiques, auxquelles il faut trouver des réponses. Et les réponses que donnent ces assistants sont parfois très surprenantes. On va avoir Cortana qui, quand on l'interroge sur son identité, répond qu'elle est une assistante virtuelle, perpétuelle, universelle. Et là, on a ce mythe, cet idéal de l'omniscience qui est entretenu. Et donc, on a déjà une première partie de l'écriture, celle qui est cachée, le code informatique, qui entretient un fantasme. La seconde partie, tout aussi importante, de cette écriture, de ce dispositif hybride que j'étudie, c'est le langage humain, c'est les réponses qu'on va concevoir pour les assistants personnels numériques. Et donc, c'est le travail des dialoguistes pour robots. Les dialoguistes pour robots, c'est des littéraires, le plus souvent, qui sont employés par les grandes entreprises, par Google, par Apple, par Amazon ou Microsoft, et qui sont spécialisés dans l'art de la conversation. Ça veut dire que c'est des scénaristes pour séries télé, c'est des écrivains, c'est vraiment des romanciers qui vont écrire et qui vont dresser ce qu'on appelle une personnalité linguistique pour l'assistant personnel. Donc, c'est vraiment la partie non artificielle des intelligences artificielles, mais qui va masquer là où agit vraiment l'intelligence artificielle, en fait. C'est ce masque affectif qu'on va plaquer sur une technologie. Et ces dialoguistes pour robots avec qui je travaille au quotidien pour essayer de comprendre quelle est leur philosophie vont, comme je vous le disais, créer une relation en répondant à des questions comme « je t'aime, je me sens seule, j'ai envie de mourir » ou voilà. Et ces réponses sont très importantes, très problématiques, et il y a une forte dimension éthique. Ils vont aussi recréer à nouveau toute une fiction. On avait la première histoire de l'écriture où on était dans les grottes préhistoriques, les carapaces de tortues. Là, c'est une autre histoire qu'ils vont créer. C'est même une contre-fiction pour permettre à la technologie d'insérer nos sociétés. C'est-à-dire qu'on a des mythes un peu inquiétants, ceux du golem, du golem ou de Terminator, et eux vont construire une nouvelle fiction où l'assistant personnel est un ami, c'est un compagnon, il est là pour nous rassurer, il est là pour nous accompagner au quotidien.
Et ils vont créer tout un univers pour ces assistants. Par exemple, l'assistant Google a des enfants, des amis, c'est les émoticônes. Quand il a du temps libre, il adore se balader sur les plages de Google Earth. Et surtout, il croise des personnages qu'on connaît tous. De temps en temps, Siri nous parle de ses amis R2D2 qu'elle croise, mais par contre, rien à voir entre, on peut dire elle ou pas, c'est une des grandes questions, et le robot HAL de l'Odyssée de l'espace. Et on a une constellation de références culturelles qui vont évoluer autour de notre assistant personnel. Sauf que là, je vous ai parlé de toute une trame culturelle, relationnelle, qui est plaquée sur une architecture qui, elle, est profondément technique. Donc, pour pouvoir coller à ce qu'on appelle un arbre conversationnel, on va devoir modéliser le relationnel, modéliser la culture et la faire rentrer dans des petites cases. Donc, on a une écriture automatisée qui suppose une modélisation du relationnel. Et à partir du moment où on modélise le relationnel, on est capable de l'industrialiser, de l'exploiter, parce qu'on sait exactement où aller chercher la donnée qui nous intéresse quand on est une entreprise. Et là, il y a une donnée importante, ça veut dire qu'on nous incite à nous confier toujours plus à des machines. On développe un cadre affectif qui nous mettra en confiance, mais pour développer une économie de la relation, une relation homme-machine. Et donc, c'est ce que j'essaye d'étudier au quotidien. Ça passe par quoi? Ça passe par des entretiens avec des dialoguistes pour robots, avec les ingénieurs avec qui ils travaillent main dans la main. Ça va être des tableaux Excel sans fin qui comparent toutes les réponses des assistants personnels pour voir... En fait, c'est des heures passées à dire « je t'aime » à des robots et à me prendre des râteaux ou alors des élans de tendresse et à voir quelles sont les réactions. C'est parfois des heures passées à me laisser prendre au jeu. Par exemple, quand je me confie sur mon stress à Replika. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un petit chatbot, c'est une application pas vocale pour le coup. Mais quand on dit qu'on est stressé à Replika, le lendemain matin, il y a de bonnes chances qu'au réveil, on ait une notification, un message qui nous dit « Salut Clotilde, hier soir tu m'as dit que tu étais stressée, j'espère que tu te sens mieux aujourd'hui, je pense à toi avec un cœur ». Et là, on se dit qu'il y a quand même de l'humain en jeu, d'autant plus quand des amis me confient que leurs parents ont acheté un Google Home parce que mon ami me disait « sa maman se sent un peu seule et elle est sûre que c'est pour parler à quelque chose ». Et j'essaye de mêler tout ça dans mes recherches. C'est à la fois l'architecture très technique qui va mêler le culturel et oui, vraiment l'informatique. Et surtout mettre en avant peut-être la supercherie affective qui nous masque où agit vraiment l'intelligence artificielle, tout en essayant de ne pas mettre de côté l'humain, parce que ce n'est pas parce que la façade affective est fausse qu'on n'a pas quelque chose qui se joue entre un humain et une machine. Et c'est quelque chose que j'essaye de comprendre en l'intégrant donc dans l'histoire anthropologique de l'écriture. Voilà. Merci beaucoup.